Salut, je suis Maria et j'ai 20 ans. Avez-vous un objectif dans la vie? Êtes-vous prêt à prendre un gros risque pour y parvenir? Êtes-vous prêt à faire face aux conséquences de votre pari qui ne fonctionne pas? Regardez la vidéo jusqu'au bout et découvrez comment j'ai littéralement perdu la face dans la poursuite du rôle de mes rêves. Une fois, je suis tombée sur une annonce de casting. Ils cherchaient des actrices pour une vidéo sur l'adaptation sociale. Un rôle de soutien, mais tout le monde commence quelque part. J'étais déterminée, même si j'ai vu l'annonce au dernier moment. Après tout, il n'y avait qu'une seule exigence. Le jour de la sélection, tout le monde devait être bronzé, comme s'ils étaient nés et avaient grandi à Miami. Bien sûr, j'ai couru dans un salon de bronzage. J'étais pâle et n'aimais pas les plages. Je devais rectifier ça en un temps record. C'était une question d'heures, même pas de jours. Il y avait une forte probabilité qu'après une seule séance, le bronzage ne montre pas grand-chose. Et pour le renforcer, je devais prendre des mesures supplémentaires. J'ai acheté un écran solaire avec de l'acide formique et évité presque tout le tube. L'instructeur a fortement recommandé de suivre plusieurs séances pour un bronzage uniforme et progressif. Mais c'était hors de question. Le casting était encore à quelques heures. On m'a ensuite convaincu qu'obtenir un bronzage intense à la fois avec une peau légère et sensible pouvait être tout simplement dangereux. C'était un peu effrayant, pour être honnête, car ma peau était vraiment très sensible. Je cramais instantanément au soleil. Mes mains commençaient déjà à peler avec le sèche-main. Mais je n'allais pas reculer. Le rêve était plus important que toutes ces circonstances. Je devais donc avoir l'air hautaine. J'étais une actrice, après tout. Et dire que je savais mieux quel était mon type de peau et quoi en faire. Ils m'ont cru, mais le débat a pris beaucoup de temps, ce qui n'était pas suffisant. Avez-vous déjà ressenti que chaque respiration vous rapproche du retard? Je suis allée au casting directement du salon de bronzage, jetant un coup d'œil à ma montre de temps en temps. Bien sûr, le taxi était coincé dans un terrible embouteillage. Juste au moment où je devais me dépêcher. Comme si cela ne suffisait pas, il faisait trop chaud. Si je n'avais pas été aussi pressée, j'aurais pu être grillée sans le salon de bronzage. Il n'y avait rien à respirer, surtout dans la voiture. Et puis, soit à cause de la sécheresse ou des nerfs, tout mon corps a commencé à me démanger terriblement. Au début, je pensais que cet écran solaire à l'acide formique donnait une telle réaction, et j'avais juste besoin de supporter des démangeaisons. Mais ça n'a fait qu'empirer. À la fin, je n'ai pas pu le supporter et je me suis gratté le visage. Soudain, j'ai senti quelque chose d'étrange sous mes ongles. J'ai regardé de près et j'ai réalisé que c'était de la peau. La peau était en gros morceaux sous mes ongles. En même temps, il y avait des taches sombres sur ma main. Je sortis un miroir et devins presque grise d'horreur. Je ressemblais à un dalmatien. Voilà pour le casting. Qui aurait besoin de moi avec un tel visage? Dieu merci, j'avais ma trousse de maquillage avec moi. J'ai fébrilement couvert les taches blanches sur mon visage avec du tonique, mais l'embouteillage n'avançait toujours pas. Ensuite, mon amie Kate a appelé du casting et m'a dit que tout était sur le point de commencer et que je devais me dépêcher. Un sentiment de désespoir me couvrait la tête. Je n'avais pas d'autre choix que de sortir du taxi avec une joue écorchée, de louer un vélo et de me précipiter le plus vite possible vers le plateau de production. Vers mon rêve. Je ne pouvais pas manquer cette chance, quoi qu'il arrive. J'ai réussi à arriver, mais le casting était déjà terminé et tout le monde rentrait chez lui. Soudain, un réalisateur est venu vers moi et m'a demandé ce qui n'allait pas avec mon visage. J'expliquais à travers mes larmes et leur ai demandé de me donner une chance. Je ne souffrais de rien. Et il a commencé à rire. Tous les rôles de soutien ont déjà été pris. Aucune chance. Et puis il m'a soudainement suggéré d'essayer le rôle principal. Comme j'avais des problèmes de peau maintenant, et selon le script, l'héroïne avait tellement de problèmes avec son visage qu'elle portait un masque en carton. Je n'avais jamais entendu une blague aussi grossière de ma vie. Encore un peu et il me proposait de mettre un sachet sur ma tête. Le soir, Kate a appelé. Elle n'a pas non plus réussi le casting, mais mon état était pire. J'ai fondu en larmes et je lui ai tout raconté. Comment ma peau se décollait, comment mon visage me faisait mal, que je ne savais pas quand je trouverais un nouveau rôle, et que le réalisateur se moquait aussi de moi. Mon amie m'a écouté et m'a dit de ne pas déconner, mais d'aller au casting. Contrairement à moi, elle a réussi à lire le scénario. Le réalisateur m'a dit la vérité. Elle a raconté tout ce qu'elle avait appris sur le personnage principal. Un film d'horreur, pas une histoire. J'avais peur de souffrir également d'une maladie grave. Et si je deviens invalide? Et si ça ne part jamais et que je ne suis plus actrice? Après avoir dit au revoir à mon amie,
Je me suis traînée dans la salle de bain pour me nettoyer. Un monstre galeux me fixa dans le miroir. Il n'avait pas de visage, seulement des stries colorées, des morceaux de peau et des rayures sanglantes. Ça me démangeait beaucoup. C'était bien pire que le matin, et empirait rapidement. Je n'étais plus bouleversée, j'étais terrifiée. Au diable le casting! Je me suis précipitée chez le médecin. Avez-vous déjà ressenti que tous vos problèmes étaient oubliés parce que quelque chose de pire s'est produit? Ce fut le cas. J'avais tellement peur que je n'ai pas pensé à la façon dont les gens me regardaient dans la rue, et j'ai oublié l'échec du matin. Le docteur m'a calmée. Il n'y avait pas d'accident, mais j'ai littéralement brûlé ma peau et j'ai dû être soignée pendant un long moment. On m'a donné une longue liste de recettes et interdit de toucher mon visage. Il brûlait toujours et après avoir appliqué les crèmes, ça a empiré. J'allais devenir folle avant que ça ne s'en aille. Essayant de me distraire, j'ai sorti du carton et de la peinture. L'art guérit l'âme, non? Je me suis demandé ce que je pouvais faire à ce sujet et je me suis souvenu des paroles du réalisateur. J'ai coupé le masque en riant hystériquement. Kate, en réponse à un selfie envoyé, m'a conseillé d'aller au casting suivant. C'était une blague, bien sûr, mais je me suis alors demandé si je voulais vraiment y aller. D'une part, c'était une chance d'obtenir le rôle principal. D'autre part, j'étais moi-même dégoûtée de me regarder dans le miroir. Et là, devant la caméra, je brûlerais de honte. J'ai googlé des photos de personnes atteintes de maladies de la peau. Dire que j'étais choquée, c'était peu dire. Si j'avais tellement de mal que je pouvais à peine me distraire, comment se sentaient-ils? Ils ont toujours vécu comme ça. J'avais peur que les gens me pointent du doigt. Mais je l'oublierais dans un mois et ils vivraient avec. Quelqu'un d'enfance. Comment sont-ils allés à l'école? Les enfants peuvent être si méchants. Puis j'ai réalisé que je voulais être dans cette vidéo. De telles histoires devaient être racontées. Et puisque j'avais été contactée, j'essayerais d'y participer. En fait, je suis venue au casting avec un masque en carton. Les gens me regardaient et riaient, mais pas parce que j'étais un monstre. C'était beaucoup plus facile de cette façon. Peut-être que l'héroïne du film ressentait la même chose et portait ce masque stupide pour contrôler la situation. Bien sûr, le masque a dû être retiré lors des tests. Le réalisateur était sous le choc. Hier, tout n'était pas si mal. J'ai tout donné et j'ai obtenu le rôle. Je voulais vraiment penser cela non seulement à cause du visage, mais aussi à cause de l'effort. J'étais assez contente de moi-même. Puis, j'ai entendu le réalisateur plaisanter avec les maquilleurs sur le fait qu'il n'avait pas besoin de faire le maquillage de dalmatien. Moins de travail pour tout le monde. Quel scélérat! Je me sentais à nouveau comme une lépreuse. J'ai décidé d'aller au chauffe-eau pour boire de l'eau et me calmer un peu. J'ai essayé de penser à mon héroïne. Elle a vécu avec de tels humoristes toute sa vie. Elle était fière et courageuse. Je pourrais aussi faire ça. Au chauffe-eau, je suis tombée sur une fille avec un chapeau à large bord. J'ai frappé ce chapeau et il a glissé sur le côté, révélant mon visage. Ce que j'ai vu ressemblait à un miroir. Pas le visage même, mais son état. En fait, sa peau était bien pire que la mienne, et je ne voulais plus vraiment la regarder. Mais elle ne pouvait pas détourner le regard. C'était du maquillage ou quelque chose? En fait, c'était Lucie, le vrai prototype de l'histoire. Elle a accepté de participer au shooting pour s'assurer que sa maladie était décrite correctement. On lui avait déjà parlé de moi et de mon problème accompli, et elle voulait faire connaissance. Je hochai simplement la tête en arrière, la fixant toujours comme une idiote. Heureusement, elle ne s'est pas offusquée. Nous avons discuté pendant longtemps et Lucie a été d'un grand soutien. Et soudain, elle a dit que c'était plus difficile pour moi maintenant. Elle avait l'habitude d'être elle-même, mais j'avais peur à la fois de son visage et du mien. J'avais beaucoup de choses à penser. Je suis rentrée chez moi sans masque et les gens m'ont regardé partir. En passant devant les vitrines des magasins, j'ai remarqué un chapeau à large bord sur le mannequin, presque identique à celui de Lucie. Et bien sûr, je l'ai acheté. Pas pour entrer dans le rôle, mais pour prendre exemple sur elle. Le tournage a été un succès et j'ai appris à ignorer le manque de tact du réalisateur. Ma peau avait guéri juste à temps pour la sortie de la vidéo. Et je la regardais, m'habituant déjà à mon nouveau visage sain. Et je ne me voyais pas à l'écran. Mais Lucie. Je continue à porter un chapeau. Je me sens plus en confiance et ça sauve aussi ma peau du soleil. Après cette expérience. Vous avez aimé mon histoire? Alors mettez des j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Et pour éviter de manquer de nouveaux épisodes, cliquez sur l'icône en forme de cloche. Je vous souhaite force et santé. Donnez-vous de l'importance.
quoi que fassent les autres. Salut, je m'appelle Suzanne. J'ai 18 ans. Avez-vous déjà rencontré des difficultés à cause de votre apparence? Vous êtes-vous déjà senti différent? Je me sentais, malgré le fait que je n'étais pas confrontée à des moqueries directes. Regardez la vidéo jusqu'au bout et vous apprendrez à vivre avec une hauteur de seulement 1,21 m. Comme vous pouvez le voir, je n'étais vraiment pas grande. Je ne mesure que 1,21 m. Ce sont les conséquences d'un accident que j'ai eu quand j'étais encore enfant et que j'ai arrêté de grandir. Mais cela ne m'empêche pas de vivre. J'ai des amis, un petit ami et un passe-temps. J'adore les sciences, en particulier la physique, et je n'ai pas rencontré d'intimidation. J'ai rencontré mon petit ami il y a un peu plus d'1 an, lors de son transfert à notre école. Son nom est Steven. Ma taille ne le dérangeait pas et notre relation s'est si bien développée qu'1 an plus tard, après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, nous avons décidé d'emménager ensemble. Et c'est là que les problèmes ont commencé. À la maison, il a pris soin de moi, m'a aidé avec tout et au début, bien sûr, j'ai bien aimé. Mais il a commencé à aller trop loin. Je ne pouvais plus préparer mon petit déjeuner ou ma robe. Il a immédiatement sauté et a forcé son aide. Et quand je sortais, il m'appelait toutes les demi-heures et se mettait en colère si j'étais en retard. Avez-vous déjà vécu avec votre autre moitié? Si oui, la relation entre vous a-t-elle changé? Il a expliqué son comportement en disant qu'il était inquiet pour moi. Mais je ne suis pas une enfant ou une infirme. Je peux prendre soin de moi-même. J'ai essayé de lui dire ça, mais il ne semblait pas m'écouter. Puis ça a empiré. Un jour, nous sommes allés au parc central de notre ville, juste pour marcher et parler. Un groupe de plusieurs personnes se dirigeait vers nous. Quand Kevin les a vus, il a lâché ma main et son visage a changé. Il a rougi et a baissé la tête. Quand ils l'ont vu, ils sont venus et l'ont salué. Il s'est avéré que ce sont des enfants de son ancienne école qu'il n'avait pas vus depuis son départ. Quand ils lui ont demandé de me présenter, il a été gêné et a dit que nous étions dans la même classe. Il ne leur a pas dit que j'étais sa petite amie. J'étais choquée. A-t-il honte de moi? L'un des gars m'a fait une blague. Quelque chose comme « Je pensais que tu avais déjà une fille ». Steven a ri et a dit que j'étais trop petite pour être sa fille. Après un peu plus de conversation, nous nous séparâmes d'eux. J'étais surprise. Non seulement il ne m'a pas défendue, mais il a aussi été d'accord avec ces brutes quand elles se moquaient de moi. J'ai essayé de le comprendre et de ne pas être offensée et de ne pas y prêter attention dans l'espoir que cela ne se reproduise plus. Cependant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que mon petit ami avait honte de moi. C'était la première fois que je me sentais handicapée. La seule chose qui m'a distraite de ces pensées était la science. Mais même avec ça, les difficultés ont commencé. Après avoir terminé mes études secondaires, j'ai décidé d'étudier avec un tuteur pendant 1 an avant d'aller à l'université, afin de passer des examens d'entrée. J'ai rencontré 2 fois par semaine le professeur qui m'a enseigné la physique. Steven était bien conscient de cela, mais pour une raison quelconque, à un moment donné, quand j'ai commencé à me préparer pour le cours, il a fait une scène. Il a dit que je suis allée trop souvent chez ce tuteur et que je devrais être enseignée par une femme, pas un jeune homme. Je ne savais pas quoi dire et j'ai continué à faire mes bagages. Il savait à quel point c'était important pour moi. Quelle question pouvait-être? Mon silence le mit en colère et il essaya de m'arracher le sac à dos de mes mains. Il a dit que je n'allais nulle part et qu'il me trouverait un tuteur pour mon sexe. Je ne pouvais pas le supporter. Nous avons commencé à nous battre. Je lui ai crié qu'il n'avait pas le droit de me contrôler. Il était sûr qu'il devait le faire. Il n'arrêtait pas de tout réduire à ma taille et j'en étais très offensée. Au final, il a même dit qu'avec mes problèmes de santé, je devais renoncer à l'idée de devenir scientifique. Quand j'ai entendu cela, je me suis figée, ne croyant pas qu'il pouvait dire une telle chose. J'ai pris mes cahiers et je suis partie. Après les cours, j'ai décidé d'y penser. J'ai réalisé que même s'il agissait mal, je l'aimais et peut-être qu'il était juste inquiet pour moi. J'ai décidé de devenir plus féminine pour lui. J'ai commencé à porter des talons pour paraître plus grande et j'ai commencé à porter plus de maquillage. J'ai essayé d'être polie et affectueuse. J'ai également réduit mes cours de physique pour passer plus de temps avec lui. Cependant, il a pris ses efforts pour acquis.
ou s'est même moqué de moi en me voyant dans une nouvelle tenue féminine. Je sentais que son attitude envers moi restait la même, et c'était très déprimant pour moi. Je ne savais plus quoi faire pour qu'il me perçoive comme un être humain complet. Avez-vous déjà été dans une telle situation? Avez-vous senti que votre bien-aimé ne vous apprécie pas et vous traite comme un enfant stupide? Bientôt, mon espoir que notre relation s'améliore s'est complètement éteint. À un moment donné, j'ai pris son téléphone pour appeler le tuteur et l'avertir que mon portable était mort et que je serais en retard. Pendant que je le tenais dans mes mains, une notification est apparue à l'écran. Un message d'une jolie fille. Je savais que ce n'était pas bien, mais ma curiosité et mon anxiété ont eu raison de moi. J'ai ouvert ces textes avec des mains tremblantes. J'aurais aimé ne pas savoir. Dans ces messages avec cette fille, il se plaignait constamment de moi, que j'étais obsédée par les études, que j'étais ennuyeuse, qu'il était fatigué de me cacher à ses amis. Les mêmes messages qu'il a écrits à quelques-uns de ses amis proches, et croyez-le ou non, à une autre fille, deux en réalité. Il leur faisait constamment des compliments et les courtisait de toutes les manières. Comment cela me faisait mal de le voir. Par colère et ressentiment, j'ai jeté le téléphone contre le mur. Steven est venu voir ce qui se passait. Quand il a vu que je pleurais et que son téléphone était cassé, il a semblé comprendre immédiatement. Il a commencé à trouver des excuses, disant qu'il ne pensait pas vraiment à la façon dont il écrivait, mais je ne voulais pas l'écouter. J'ai réalisé que je ne voulais plus le revoir. Essayant de retenir mes larmes, j'ai ramassé mon sac à dos et l'ai emballé avec les choses les plus nécessaires. Steven a essayé de m'arrêter, mais je l'ai simplement repoussé. Je suis allée voir mon amie Lily. Nous nous sommes rencontrés lors d'une exposition photo qu'elle a organisée. Elle travaille comme manager dans une agence de mode. Quand je lui en ai parlé, elle m'a dit que je ne devrais jamais rester dans cette relation. À son avis, le comportement de Steven a détruit mon estime de moi-même et mes rêves. Je savais qu'elle avait raison, mais je ne pouvais pas l'accepter. Steven et moi étions ensemble depuis si longtemps, et il était difficile de croire que cela se terminerait ainsi. Lily a dit qu'elle avait une idée pour m'aider à m'en détourner. L'agence où elle travaillait cherchait des personnes pour réaliser un projet sur les personnes handicapées et d'apparence inhabituelle. Je n'ai jamais vraiment pensé être actrice, mais j'ai accepté, pensant que ça pourrait être amusant. Peu de temps après, Lily m'a envoyé pour une séance casting photo. Elle m'a dit de ne pas prendre ça au sérieux, mais juste de me détendre et de m'amuser. Après le casting, je me suis assise dans le couloir et j'ai attendu les résultats. Ensuite, le manager est sorti, a sélectionné 2 filles et a envoyé les autres à la maison, dont moi. Bien sûr, j'étais bouleversée, même si j'essayais de ne m'attendre à rien. Lily m'a rencontrée à la maison. Quand elle a vu que j'étais bouleversée, elle s'est excusée et a dit qu'elle semblait avoir aggravé la situation. J'ai essayé de dire « ça va, Lily », mais je pensais secrètement que je n'étais pas assez bonne dans ce domaine non plus. Cependant, ce soir-là, j'ai reçu un message de cette agence. Il était écrit « L'un des modèles sélectionnés ne pourra pas participer au tournage. Vous étiez la prochaine candidate. » Cela signifiait que j'étais prise. J'étais très heureuse et reconnaissante à Lily de m'avoir aidée. Ensuite, le tournage a eu lieu. J'étais très heureuse de me sentir belle et intéressante pour quelqu'un. Quand on m'a pris en photo, j'ai fait des grimaces et pris des poses idiotes. C'était vraiment génial. Le photographe riait avec moi et je me sentais tellement en confiance pour la première fois. Pendant tout ce temps, j'ai continué à penser à Steven et participer au tournage m'a aidé à comprendre que je m'accrochais à lui qu'à cause de mon insécurité intérieure et de la peur que personne d'autre ne m'apprécie. J'ai donc pensé que c'était fini. Lily m'a suggéré de rester avec elle et j'ai accepté avec plaisir. J'ai également reçu un appel de l'agence et on m'a proposé de continuer à participer au shooting photo. Mais j'ai refusé. C'était génial, mais ma passion était la science et j'ai continué à étudier encore plus fort qu'avant. Cependant, il y avait autre chose à laquelle j'ai décidé de consacrer du temps. Quand j'ai vu au casting à quel point les autres filles qui n'étaient pas acceptées étaient bouleversées, j'ai réalisé que je n'étais pas la seule à faire face à des problèmes à cause de mon apparence. Lily et moi avons décidé d'ouvrir une hotline pour soutenir ceux qui sont confrontés à la maltraitance et à l'intimidation en raison de leur apparence et de leur handicap physique. Nous recevons régulièrement des appels de personnes qui ont besoin d'aide et nous les soutenons autant que possible. Si vous aimez l'histoire,
Alors aimez et abonnez-vous à la chaîne. Aimez-vous et appréciez-vous. Salut, je m'appelle Emily et j'ai 15 ans. Avez-vous déjà été dans une situation où vos pires cauchemars et peurs sont devenus réels? Vous aviez l'impression de devenir fou, mais vous ne pouviez le dire à personne? C'est exactement la situation dans laquelle je me suis trouvée quand... Vous savez, mieux vaut regarder cette vidéo jusqu'au bout et vous saurez comment la nuit, les vers sont sortis de moi. Quand j'étais enfant, je faisais souvent le même cauchemar. Je restais immobile dans mon lit et regardais des centaines de vers me dévorer de l'intérieur. La raison de ces cauchemars était due à une farce infructueuse. Un jour, en rentrant du gymnase, j'ai ouvert mon casier et y ai trouvé un tas de vers. Avant de savoir ce qui se passait, j'étais poussée à l'intérieur et enfermée. J'ai crié de peur et j'ai supplié d'être libérée, mais en vain. Les vers étaient partout et rampaient littéralement sur mon corps. Et je n'ai pas remarqué comment j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillée à la maison. Le professeur a appelé ma mère et lui a dit ce qui s'était passé. Ma mère m'a ramenée à la maison et mes camarades de classe ont été punis et expulsés de l'école. La justice a été rendue, mais la phobie est restée avec moi pour toujours. Maintenant, je suis au lycée et j'ai oublié cette blague il y a longtemps. Tous mes cauchemars et peurs d'enfance sont passés, comme je le pensais, mais j'avais tellement tort. Avez-vous déjà fait face à des peurs de l'enfance à l'âge adulte? Alors vous me comprenez à coup sûr. Une fois, en cours de biologie, le professeur nous a confié un projet scientifique sur le thème « Les créatures qui nous entourent ». Nous avons tiré au hasard des morceaux de papier dans la casquette avec le nom du partenaire et de l'animal à étudier pendant 1 mois. Les échecs ont commencé depuis le début. J'étais jumelée avec Michael. Lui et ses amis me harcèlent depuis que je suis enfant. Il n'aimait pas ça non plus. Nous avons donc demandé au professeur de changer nos partenaires. Mais elle nous a dit de ne pas agir comme des enfants et de retirer un morceau de papier avec un animal dessus. Et là aussi, je n'ai pas eu de chance. Le ver. Pourquoi? Il n'y a rien de pire que ces créatures dégoûtantes. Bien que nous ayons eu de la chance parce que ma mère les étudiait. Elle était heureuse de nous aider et nous a même permis de venir à son laboratoire. Cela signifiait que nous réussirions certainement le projet de l'école parfaitement. Au laboratoire, je me suis immédiatement souvenue d'un cauchemar que j'avais eu quand j'étais enfant. Je ne voulais même pas regarder les vers, encore moins les toucher. Mais je ne voulais pas que Michael pense que j'étais une lâche, car alors, il aurait une autre raison de me taquiner. J'ai donc continué à les étudier. Étonnamment, il a également travaillé dur et est même devenu ami avec ma mère. Et il ne m'a même pas intimidée sans ses amis. Une fois, quand ma mère découpait des vers pour nous expliquer leur structure, je me suis sentie malade. J'ai cru que j'allais vomir. Je ne l'ai pas montré et j'ai décidé que c'était à cause de la vue désagréable. Alors, quand ils sont allés déjeuner, je suis restée pour continuer à travailler, en espérant que je me sentirais mieux. Et je ne voulais pas m'inquiéter ma mère. Mais ça ne s'est pas amélioré. Ma tête était très étourdie. Il y avait une boule dans la gorge et puis tout s'est assombri. Quand je me suis réveillée, j'ai vu ma mère et Michael, qui avaient tous les deux l'air inquiets, essayant de me faire revenir à moi avec de l'ammoniac. Tournant la tête, j'ai remarqué un pot cassé, d'où des centaines de vers rampaient vers moi. Je pense que je l'ai frappé quand je suis tombée inconsciente. Surprise et choquée, je me suis levée et j'ai serré Michael les larmes aux yeux. J'étais effrayée et dégoûtée parce que les vers étaient juste devant mon visage. Il a commencé à me rassurer. Ne t'inquiète pas, je suis là. Tu iras bien. J'étais surprise de voir à quel point il pouvait être gentil et attentionné. Ma mère m'a emmenée chez le médecin, bien sûr. Il a dit que je me suis probablement évanouie à cause du stress que j'ai vécu, à cause de la phobie, et m'a prescrit des sédatifs. Ce moment nous a rapprochés, Michael et moi. Le ressentiment de l'enfance avait disparu. Nous avons commencé à communiquer davantage. Sommes allés déjeuner ensemble et avons discuté de sujets communs. Il s'est avéré être une personne intéressante et a essayé de me protéger de travailler avec des vers, prenant tout le sale boulot pour lui. Et tout irait bien. Mais il y avait un problème. J'ai recommencé à avoir mon cauchemar d'enfance et j'ai de plus en plus commencé à éprouver des maux de tête
insupportable. J'ai décidé que c'était un effet secondaire des sédatifs que j'avais commencé à prendre en double dose dans l'espoir de me débarrasser du cauchemar. Un jour au déjeuner, Michael m'a invité dans un parc d'attractions pour le week-end. Il a dit qu'il voulait me remercier pour mon aide avec le projet. J'étais d'accord avec plaisir. Après tout, ces vers et cauchemars, je voulais juste me reposer et me détendre. Je me demande si cela pourrait être considéré comme un rencard. Écrivez ce que vous pensez dans les commentaires. Et donc, le week-end est venu. Il m'a rencontré à la maison et nous y sommes allés. Je n'oublierai jamais ce jour. Nous nous sommes amusés, avons fait des promenades, nous sommes promenés dans le parc et avons parlé de tout. C'est le jour où j'ai réalisé que j'aimais Michael. Et il semblait ressentir la même chose pour moi. À la fin de la journée, il a décidé de me raccompagner chez moi. Pendant tout le trajet, nous étions inconfortablement silencieux, parce que nous n'avions pas remarqué que nous commencions à nous tenir la main. Quand nous sommes arrivés à la maison, il m'a tourné vers lui et a voulu m'embrasser, et j'ai fermé les yeux. Puis, quelqu'un l'a appelé. C'était ses amis. Ils ont commencé à demander ce qu'il faisait ici avec moi, et s'il allait m'embrasser. Je me suis tournée vers Michael, pensant qu'il me défendrait. Il a commencé à se justifier, disant qu'il n'embrasserait jamais quelqu'un comme moi, et il m'a accidentellement rencontré et a décidé de me rappeler de ne pas oublier d'ajouter son nom au projet de l'école parce qu'il ne le ferait pas. J'étais choquée. Comment ça? Peut-être que toute notre amitié était un plan à long terme pour me briser le cœur? Je l'ai giflé et j'ai couru chez moi les larmes aux yeux. J'étais brisée et déprimée, alors j'ai décidé d'aller me coucher. J'ai fait un cauchemar toute la nuit. Quand je me suis réveillée, j'ai ressenti une étrange sensation sur mon corps. J'ai regardé mon estomac et j'ai vu des vers. Des centaines, non, des milliers. Ils rampaient sur moi et étaient partout. Je n'en croyais pas mes yeux. Terrifiée, j'ai sauté et j'ai allumé la lumière. Ils étaient partis. J'étais effrayée. Je ne pouvais pas comprendre ce qui m'arrivait. Étais-je devenue folle? Ou peut-être que les vers étaient en moi depuis le jour où je m'étais évanouie. Après tout, les cauchemars ont commencé après cet incident, et les maux de tête ont empiré et les pilules n'ont pas aidé. J'ai décidé de ne le dire à personne. Je ne voulais pas inquiéter ma mère, et le projet d'école était presque arrivé à terme. Alors, quoi qu'il arrive, je n'ai plus parlé à Michael. Il a appelé et s'est excusé, mais je lui ai dit qu'il était toujours un imbécile. Et s'il a dit à ses amis qu'il ne participerait pas au projet, alors je ne le laisserai pas y participer. Je le finirai moi-même, nous le réussirions ensemble, puis le laisserai faire ce qu'il voulait. Le reste du temps, j'ai fait des cauchemars et je me suis réveillée la nuit en voyant des vers sur moi. Cela m'a dérangée et m'a rendue folle, mais j'ai décidé d'attendre que le projet soit terminé en premier. Le jour de l'achèvement du projet est arrivé. Michael et moi nous sommes tenus devant la classe et avons parlé de notre travail. Ma tête me faisait soudain mal. J'ai décidé de l'ignorer et de continuer le projet jusqu'au bout. Mais alors, j'ai ressenti un sentiment douloureusement familier. J'ai regardé mes mains avec horreur et j'ai vu des centaines de vers rampant sur elles et mon corps. Mais cela ne se produisait que la nuit. Peut-être que je dormais encore. Et c'était qu'un gros cauchemar. J'ai commencé à paniquer. J'ai essayé de les faire sortir de mon corps. Michael m'a saisi avec enthousiasme et m'a demandé ce qui n'allait pas. Quand il a entendu parler des vers sur moi, il a dit qu'il ne pouvait rien voir. Mais comment? Ses amis se sont moqués de moi et m'ont traité de folle. Et puis il leur a crié dessus, leur a dit de se taire. Ne vous moquez pas de la fille que j'aime. Je ne m'attendais pas à ça de sa part. Il m'a défendu et a avoué son amour. Mais quel mauvais moment c'était. La douleur est devenue insupportable et j'ai eu l'impression de m'évanouir. Je me suis réveillée à l'hôpital. J'ai subi un examen d'urgence et j'ai trouvé une tumeur dans mon cerveau. L'opération était requise immédiatement car mon état empirait. Après l'opération, je me suis retrouvée dans la salle, en tenue d'hôpital et avec ma tête bandée. Le médecin m'a examinée et m'a demandé comment je me sentais. Puis m'a dit que toutes mes hallucinations et maux de tête étaient causés par une tumeur et qu'il n'y avait pas de vers en moi. Ma mère m'a réprimandé de ne rien lui avoir dit, mais elle était contente que j'allais bien. Michael et moi, nous avons discuté de tout. Il m'a promis de ne plus communiquer avec ses amis
et j'ai promis de ne plus rien lui cacher. Après l'opération, les hallucinations ont disparu. Cependant, les maux de tête resteront avec moi pendant un certain temps. J'ai été libérée, mais je suis censée être soignée jusqu'à ce que je récupère complètement. Je ne pense plus avoir peur des vers. J'ai réalisé que j'étais trop concentrée sur la peur parce que je n'avais même pas remarqué la maladie qui aurait pu me tuer. Si vous aimez cette histoire, veuillez aimer cette vidéo s'il vous plaît. Abonnez-vous à notre chaîne et lâchez vos craintes. Bonjour, mon nom est Sarah et j'ai 20 ans. Dites-moi, avez-vous déjà mangé des insectes ou des fruits de mer vivants considérés comme un mets délicat? Comment vous sentiriez-vous si l'une de ces bestioles vous mangeait de l'intérieur? Non, je ne suis pas folle. C'est seulement que ma quête de devenir célèbre et riche m'a incité à prendre une décision hâtive qui aurait pu me coûter ma vie. À l'âge de 18 ans, ma sœur et moi sommes déménagés à New York pour aller au collège. Nous vivions dans une petite ville nommée Pennsylvanie. Il n'y avait pas beaucoup de perspectives pour notre avenir, autre que rester et travailler à la ferme de nos parents en espérant hériter cette petite parcelle de terre un jour. Donc, nous étions toutes les deux d'accord de déménager. Nous fréquentions 2 collèges différents. Ma sœur s'intéressait à la littératie depuis qu'elle était jeune, alors elle a choisi un programme de journalisme. Moi, je préférais les sciences naturelles, donc j'avais choisi la médecine. Dans une grande ville, vous avez besoin de beaucoup d'argent, donc nous nous sommes toutes les deux trouvés des emplois. C'était difficile au début. Je suis devenue une assistante des ventes dans une boutique de mode et ma sœur est devenue une barman dans une boîte de nuit très populaire. Nous étudions, travaillions, nous amusions et parlions de tout en appréciant cette nouvelle vie. Cependant, après 2 années vivant cette nouvelle vie, quelque chose m'est arrivé qui a changé ma vie à jamais. Quelles difficultés avez-vous affrontées en déménageant dans une nouvelle ville? Perte d'emploi ou de logement? J'aurais préféré cela. Un jour, en rentrant à la maison, j'ai remarqué que ma sœur était allongée par terre, inconsciente. Au début, je croyais qu'elle me faisait une farce, mais j'ai vite réalisé que ce n'était pas le cas. J'ai essayé de la réveiller, mais rien ne fonctionnait et elle était bouillante. J'étais effrayée. J'ai appelé une ambulance et ils l'ont transportée à un hôpital. Le docteur m'a avisé qu'elle souffrait d'un cas sévère de pneumonie et qu'elle avait besoin de traitement immédiatement. Mais il y avait un problème. Les médicaments dont elle avait besoin étaient très chers et je n'avais pas l'argent. Je ne voulais pas déranger mes parents et notre famille n'était pas très riche. Que devrais-je faire? Le cas de ma sœur allait de mal en pis et je n'avais pas assez d'argent. Je n'avais pas toujours suffisamment d'argent pour payer l'appartement en travaillant comme une assistante des ventes. C'était ridicule de penser payer les médicaments dont ma sœur avait besoin. Je devais résoudre cette situation le plus tôt possible. J'ai décidé de me trouver un 2e emploi et, si nécessaire, je m'en trouverai un 3e. Mais quel emploi me permettrait d'amasser suffisamment d'argent aussi rapidement? Pendant mes recherches d'emploi sur l'Internet, j'ai croisé une ouverture pour un poste de mannequin. Cet emploi payait beaucoup et tout ce que j'avais à faire était de passer un concours. C'était douteux et soupçonneux. Vous connaissez le genre. Gain d'argent rapide allant jusqu'à 1 000 $ par jour. Mais je n'avais vraiment pas d'autre choix. Jusqu'où iriez-vous pour sauver la vie d'un de vos proches? J'étais prête à tout. J'ai passé le concours avec les yeux fermés. Même à l'école, j'étais Miss Beauté et avec l'âge, ça s'était amélioré. Après quelques défilés de mode réussis, je m'étais fait suffisamment d'argent et j'ai payé pour le traitement de ma sœur. Elle s'est rétablie. Cependant, je ne voulais pas abandonner la mode. On m'invitait à de plus en plus de défilés de mode. Des marques connues m'offraient d'apparaître dans leurs annonces de produits et les contrats étaient de plus en plus gros. L'argent et la popularité me faisaient tourner la tête. J'ai pu démissionner mon autre emploi et j'ai abandonné mes études. Un jour, le collège m'a appelé m'avertissant que si je continuais de m'absenter, je me ferais expulser. Je leur ai répondu que je m'en fichais bien et qu'ils devraient s'occuper de leurs oignons. On m'invitait à tous les défilés de mode, on me payait beaucoup d'argent et ma présence était adorée. Le rêve de toute fille, non? J'étais venue dans cette grande ville pour conquérir et voilà que j'avais le monde à mes pieds. Eh bien, c'est ce que je croyais à ce moment. Mais ma joie n'a pas duré très longtemps. Un jour, à un autre défilé,
j'ai vu une mannequin que je ne connaissais pas qui portait ma tenue. J'ai réalisé ce qui se passait. Il s'avérait qu'elle me remplaçait. Mais comment? Je croyais que je vivais mon heure de gloire. Je me suis fait dire que sa présence était plus désirée que la mienne et elle ne pesait que 40 kilos et qu'il ne me restait que quelques performances avant que ma carrière se termine. Je n'en croyais pas mes oreilles. Mon argent, ma gloire, ma popularité. Tout cela allait m'être arraché par une petite starlette qui sortait de nulle part et s'apprêtait à prendre ma place. Au début de ma carrière, une des mannequins m'avait dit qu'une de ses amies vendait des comprimés contenant des larves de coquerelles rares qui assistaient à la perte de poids. À ce moment, j'avais éclaté de rire. Mais maintenant, je ne voyais pas d'autre solution. J'ai décidé que j'en paierais le prix. Je ferais tout. Je voulais seulement ma carrière. Avez-vous déjà fait quelque chose de stupide dans une situation difficile? Pensiez-vous être dans une situation désespérée? J'étais absolument dégoûtée car je détestais les insectes. Je tremblais et je pleurais et je ne pouvais pas me décider pendant un long moment. Même si au début j'avais ri à l'idée que des pilules contenant des larves existaient, maintenant je savais que c'était vrai. J'ai pris mon courage à deux mains en essayant de me retenir de vomir. J'ai avalé la première pilule, ensuite la deuxième, jusqu'à ce que j'en ai avalé 6, en pensant que plusieurs pilules m'offriraient des résultats plus rapides. C'était bien le cas. 2 semaines plus tard, j'avais perdu 8 kilos. L'agence m'a repris, disant que mon apparence était encore meilleure qu'avant. Mais quelque chose me chicotait. Ma sœur me disait que j'étais blême et que j'avais l'air malade. Mais qu'est-ce qu'elle en savait? Elle était bien consciente de ma célébrité et ma carrière. Je lui ai dit brusquement qu'elle était jalouse de moi. J'avais tout accompli moi-même. Oh, mais j'avais tort. Le jour crucial du défilé était arrivé. La destinée de ma carrière allait se décider aujourd'hui. Mais j'ai ressenti une douleur atroce dans mon estomac et j'avais la nausée. Je ne comprenais pas ce qui se produisait. J'ai commencé à fouiller dans mon sac pour trouver un remède contre la douleur. Et puis je me suis souvenu des pilules que j'avais avalées il y a un mois. J'ai eu peur qu'une des larves de coquerelle ait grandi dans mon estomac et qu'elle soit encore en vie. J'avais tellement peur. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi moi? Est-ce que j'avais tout sacrifié pour ma carrière? Je ne pouvais pas arrêter d'y penser. Mais encore, je pensais, qu'allais-je faire des insectes vivants dans mon estomac? Qu'en serait-il s'il y en avait plusieurs qui me consommaient petit à petit? Devrais-je aller à l'hôpital? J'ai décidé que non. Je n'allais pas tout laisser tomber ce pourquoi j'avais travaillé si dur et si longtemps. Je me suis poussée à tenter d'ignorer la douleur dans mon estomac et je me suis engagée sur la passerelle. Après quelques minutes, la douleur s'était dissipée. J'en étais très heureuse. Mais tout à coup, j'étais très étourdie. Tout est devenu flou et je me suis évanouie. Je me suis réveillée à l'hôpital. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais la douleur était encore pire qu'avant. Le médecin se tenait près de moi. J'ai tout de suite commencé à pleurer et je lui ai dit pour les pilules contenant des larves de coquerelle que j'avais consommées pour perdre du poids et qu'elles vivaient probablement maintenant dans mon estomac et me consommaient petit à petit. Et puis le médecin a regardé les pilules, s'est mis à rire et m'a tout expliqué. Finalement, il n'y avait aucune larve dans ces pilules. C'étaient des fausses. Mon estomac était en douleur car je n'avais presque rien avalé depuis au moins un mois à cause de ma diète sévère. Mon corps était épuisé. Donc rien ne me mangeait de l'intérieur. Et en général, les coquerelles ne mangeaient pas le gras. Et même si elles existaient, elles ne survivraient pas dans l'estomac d'un humain. J'avais honte. J'étais tombée dans le piège du ridicule. J'avais perdu la tête à cause de mon égoïsme. Quelques heures plus tard, ma sœur est venue me voir. Quand elle m'a aperçue, elle a commencé à pleurer et elle m'a prié de mettre fin à ma carrière de mannequin et arrêter de me tuer. À ce moment, je me suis souvenue de toute l'inquiétude que j'avais vécue concernant ma sœur quand elle était malade, que j'étais devenue mannequin que pour la sauver, pas pour une carrière. Cette carrière valait-il la peine que je me sacrifie? Une semaine plus tard, j'allais beaucoup mieux.
J'ai abandonné ma carrière de mannequin et je suis retournée aux études. Et je me suis trouvée un emploi d'infirmière dans un hôpital. Ma relation avec ma sœur allait de mieux en mieux et nous apprécions être ensemble encore plus qu'avant. Même après avoir pris une décision qui a mis notre relation à risque, nous allons bien et nous sommes heureuses. J'espère pour vous de ne pas faire de telles erreurs et bien vous occuper de votre santé. Aimez cette vidéo et parlez-en à vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne car nous avons plusieurs autres histoires intéressantes à vous raconter. Au revoir! Salut, je m'appelle Naomi, j'ai 19 ans. Avez-vous déjà pris des décisions où vous n'aviez pas seulement honte, mais pour lesquelles vous vous sentiez coupable? Avez-vous trahi quelqu'un, trompé? Ou avez-vous eu une grosse bagarre avec quelqu'un et maintenant vous le regrettez? Ma situation s'est révélée bien pire que tout cela. Cependant, regardez jusqu'à la fin et découvrez comment j'ai voulu tuer mon enfant. Je suis juste une étudiante normale. Je suis restée seule. Mais quand je suis allée à l'université de médecine après l'école, j'ai rencontré des gens sympas et je suis devenue plus ouverte. Récemment, une de mes amies, Kate, m'a invitée à son mariage. Bien que j'étais un peu jalouse d'elle, j'étais vraiment heureuse pour elle. Et bien sûr, j'ai accepté de venir à la cérémonie. Il y avait beaucoup de monde au mariage. La cérémonie s'est déroulée au bord de la mer avec des terrains et des maisons louées. Quand je suis arrivée, j'ai rencontré beaucoup de gens que je connaissais. J'étais tellement contente de voir tout le monde, en particulier mon ami Léo. Cependant, il y avait une autre personne pour qui j'avais un sentiment particulier. Son nom était Robert. Il était mon premier petit ami avec qui je sortais au lycée. Je ne pouvais pas imaginer le revoir à nouveau. Nous ne nous étions pas vus depuis 3 ans. Après notre rupture, je suis devenue déprimée. Après quelques années, je me suis sentie mieux quand j'ai trouvé de bons amis. Mais je n'ai jamais rencontré personne d'autre. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un du passé et vous êtes sentie impuissante et confuse, comme si tous vos vêtements avaient été arrachés de votre corps? Voilà comment je me sentais à ce moment-là. Robert m'a aussi remarqué, mais nous ne nous sommes pas dit bonjour. Je n'ai montré aucun intérêt pour lui. Tout au long de la cérémonie, j'ai essayé de flirter ridiculement avec d'autres gars pour que Robert fasse attention à moi. Robert n'a donné aucun signe également. Il a dansé avec toutes les demoiselles d'honneur à tour de rôle, tout en faisant semblant d'aimer tellement chacune. Il l'a fait de manière peu convaincante. J'étais attirée par lui. Je ne savais pas pourquoi, soit par amour, soit parce qu'il était vraiment bon. Je suis allée aux toilettes pour me calmer et trouver ce que je devrais faire ensuite pour le rendre jaloux. Cependant, en chemin, je l'ai rencontré dans le couloir. Mon souffle s'est arrêté quand je l'ai rencontré. Sans même parler, nous nous sommes attaqués avec des baisers et des câlins. Déjà dans le couloir, nous avons commencé à nous déshabiller. Nous nous sommes enfermés dans les toilettes et avons eu des relations sexuelles passionnées. Je n'avais pas ressenti des émotions aussi fortes depuis le lycée. Et j'essayais de me contrôler après notre rupture. Et maintenant, je lui faisais l'amour. J'étais contente que nous nous revoyions. Et j'ai eu l'idée que ce n'était pas juste comme ça. J'ai proposé que nous nous remettions ensemble, mais Robert a changé de sujet, a dit qu'il ne voulait pas compliquer la situation, qu'il devait y réfléchir, et le temps nous le dirait. J'étais bouleversée quand il a dit ça. Je me suis habillée rapidement et me suis enfuie comme une petite fille offensée. Mais notre rencontre ne fut pas sans problème supplémentaire. Quelques semaines plus tard, je suis allée faire du vélo avec mes amis. J'étais un peu confuse après avoir rencontré Robert. Alors, j'ai accepté de faire un tour pour me distraire. Nous avons roulé le long de la route en direction du parc. Mais soudain, en chemin, j'ai commencé à me sentir étourdie. J'ai perdu connaissance et je suis tombée de mon vélo sur la route. Les voitures ont fortement freiné, ce qui a presque causé un accident. Je me suis réveillée à l'hôpital. Kate et Léo, de ce groupe, sont restés et ont attendu que j'aille mieux. Léo me tenait fermement la main. Le médecin est venu vers nous et a dit que tout allait bien et qu'il n'y avait pas de blessés. Cependant, je n'ai pas tout de suite compris quand il a dit « L'utérus n'est pas endommagé, il va bien ». J'ai décidé de clarifier ce que le médecin voulait dire. C'est probablement à ce moment-là que le médecin a réalisé que je n'étais pas au courant de ma grossesse. Alors il m'a demandé si je voulais en savoir plus en privé.
ce à quoi j'ai accepté et mes amis sont sortis. Lorsque le médecin m'a parlé en détail de ma situation, j'ai été choquée. Quoi? Était-ce l'enfant de Robert? Comment? C'était impossible! Non! Cela ne pouvait tout simplement pas arriver! Mes pensées ne voulaient pas s'arrêter et je n'arrivais toujours pas à croire les nouvelles que j'avais entendues du médecin quelques minutes auparavant. Dès que je me suis sentie mieux, j'ai couru chez moi. Je n'ai pas remercié mes amis, ni même fait mes adieux parce que je n'arrêtais pas de penser à une chose. Après avoir fermé toutes les portes et fenêtres de mon appartement, j'ai couru chercher le numéro de téléphone dans mon ancienne conversation avec Robert. Finalement, je l'ai trouvé et j'ai commencé à appeler Rob, espérant qu'il n'avait pas changé son numéro. Avez-vous déjà senti que votre corps ne vous écoute pas parfois? Comme si toutes les fonctions du corps étaient mélangées comme les fils d'une unité centrale? Voilà ce que j'ai ressenti. Robert répondit. J'ai commencé à lui demander ce qu'il ressentait pour moi, afin que je puisse comprendre quoi faire ensuite. Il a dit qu'il ne pouvait pas parler longtemps pour le moment, comme s'il était occupé, mais a promis de rappeler dans une semaine. Quand il a raccroché, j'ai réalisé que je ne pouvais pas compter sur lui. Il me quitterait à nouveau et je serais déprimée à nouveau. J'ai décidé de me faire avorter. J'ai pris le numéro du gynécologue d'une amie et j'ai pris rendez-vous. Pendant la conversation, mes dents claquaient et ma voix tremblait. Il était impossible de parler clairement au téléphone, mais j'étais sûre que l'avortement était la bonne chose à faire. Je ne pensais pas que Robert voudrait assumer cette responsabilité et je ne pouvais pas élever seule un enfant. Après cela, je suis tombée dans mon lit pour dormir et j'ai fait un rêve. J'étais au même mariage de Kate. Tous les invités dansaient. Tout se passait comme lors du mariage. Je marchais dans le couloir et, en chemin, je me suis soudain sentie malade. De pas régulier, je suis passée à une course légère. Je me suis enfermée dans les toilettes. J'ai ouvert les toilettes et là, j'ai vu un bébé flottant dans l'eau. Il gisait là, inutile, pleurant. J'ai sorti le bébé, l'ai enveloppé dans les serviettes en papier et l'ai mis dans la poussette qui était à côté de l'évier. J'étais sur le point de me calmer, mais j'ai entendu le bébé pleurer à nouveau, cette fois dans une cabine différente. J'ai ouvert les toilettes et j'ai vu un nouveau bébé, tout aussi petit et sans défense. Les pleurs sont devenus audibles partout. Il y avait un bébé dans chaque cabine de toilette. Il pleurait, s'étouffait, avec l'eau. Pour les sauver, j'ai essayé à la hâte de sortir tous les enfants des toilettes, de les envelopper dans une serviette, de les mettre dans une poussette, de demander à chaque nouvel enfant. Mais les enfants continuaient d'apparaître et d'apparaître. Je me suis réveillée en hurlant de ce cauchemar. J'ai couru dans la salle de bain en sueur. Je me suis arrêtée devant les toilettes fermées, mais maintenant j'avais peur de les ouvrir. La nausée est passée immédiatement. J'ai regardé le couvercle fermé des toilettes, n'osant pas vérifier si quelqu'un était là. Presque immédiatement, j'ai entendu sonner à la porte d'entrée. J'ai sursauté au son aigu et suis allée ouvrir la foutue porte. Quand je l'ai ouverte, j'ai vu Robert avec un magnifique bouquet de fleurs. Il me l'a donné et m'a embrassée. Il est rapidement entré dans mon appartement et s'est déshabillé. Je l'ai arrêté, même si j'étais contente de le voir. En ce moment, je pensais à autre chose. Je voulais lui parler. Robert a accepté. Il s'assit sur une chaise en sous-vêtements, un sourire aux lèvres, prenant une pose ridicule mais sexy. C'était drôle, j'ai ri un peu et me suis un peu calmée. J'ai pris 5 minutes pour rassembler mes pensées, mais Robert était déjà fatigué de s'asseoir et de m'attendre. Je ne savais pas si j'allais dire la vérité à Robert. Je me suis forcée à lui dire tout ce qu'il avait besoin de savoir. J'ai dit que j'étais enceinte, mais j'ai prévenu que je n'allais pas garder l'enfant et que j'allais avorter demain. « Naomi, t'es vraiment pas croyable !» Il a ri. « Tu veux encore sortir avec moi? Mais tu utilises des sales tours. » J'ai été surprise par sa réaction. Pensait-il que c'était drôle? J'ai sorti le certificat de mon jean et je l'ai donné à Robert. Au moment de la lecture, son visage a changé. Robert a sorti son portefeuille avec des mains tremblantes et a demandé combien d'argent j'avais besoin. Il a sorti $200 et me les a mis dans la main. Je savais que Robert réagirait probablement de cette façon, mais quand j'ai vu sa réaction en personne, j'étais dégoûtée. Il avait l'air si effrayé et pathétique. Étais-je amoureuse d'un tel monstre? J'espérais qu'il me ferait changer d'avis. Je pensais qu'il m'embrasserait et me dirait que nous pouvions le supporter,
Mais on en était très loin. Fous le camp, ai-je sifflé à Robert, pris ses affaires et les jetèrent hors de l'appartement. Ensuite, j'ai renvoyé le gars et jeté l'argent sale de cet inconnu à moitié nu. J'ai fermé la porte et je suis allée aux toilettes. J'avais peur d'aller aux toilettes, mais je l'ai surmonté et j'ai ouvert brusquement le couvercle. Mais il n'y a jamais eu personne là-dedans. J'ai fermé le couvercle, me suis assise sur le bord de la baignoire et posé doucement ma main sur mon ventre. Je n'ai jamais été aussi sûre de mon choix que maintenant. J'avais peur de me regarder dans le reflet de l'eau, car c'était mon idée de tuer l'enfant. Mais j'ai écouté mon cœur. J'ai laissé le bébé et je n'ai plus de contact avec le gars dont j'étais amoureuse depuis le lycée. Après ces événements, Léo a commencé à m'aider, m'a acheté de la nourriture quand je suis tombée malade, m'a emmenée à l'hôpital. Maintenant, je sors avec lui. Il me soutient et prend soin de moi et veut que je l'épouse. Si vous êtes touché par cette histoire, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Écoutez toujours votre cœur.